Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler de Robin Hood le proscrit. Il s'agit d'un roman, écrit par Alexandre Dumas publié en 1873. Alors que Robin se promène dans la forêt, il entend quelqu'un chanter sa ballade. L'inconnu tue un daim. Robin le lui reproche, et il se définit comme étant un des gardes de la forêt. Il propose à l'homme soit de faire partie de sa bande, soit de partir de la forêt. L'inconnu fait preuve d'insolence, ce qui conduit à un combat au bâton, puis à l'épée. L'homme se présente comme étant William Gamwell. Il dit aimer toujours Maud et Robin lui dit que Maud l'aime toujours. Will a fui l'armée après avoir tué son capitaine, qui lui avait refusé brutalement un retour en Angleterre. Il est maintenant recherché. Robin apprend à son ami les principaux faits depuis sa capture. En soufflant dans son corps, Robin fait venir les membres de sa bande appelés les Joyeux Hommes. Le lendemain, Will, Petit Jean et Robin se rendent à Barnsedale. Sur la route, 3 hommes barrent le chemin aux 3 amis. Un des hommes dit être le gardien de la forêt et travailler pour le roi Henri II. Il s'agit de Muche, qui est le fils du meunier. Robin se présente. Il apprend qu'une somme est promise à qui le capturera. Chaque individu de chaque clan se bat avec une personne du clan adverse. Petit Jean bat Muche. Robin et Muche deviennent amis. Ils font tous les 6 le chemin jusqu'à Mansfell. Robin a peur des conséquences si un habitant venait à le reconnaître, mais Muche lui dit qu'au contraire, Robin est apprécié des habitants de la ville. Ils vont dans une auberge et boivent du vin. Muche et ses hommes veulent entrer dans la bande à Robin. Leur chef accepte. Les 3 hommes vont être menés à la bande par Petit Jean, qui retrouvera ensuite Robin et Will sur la route. 2 hommes entrent dans l'auberge et regardent étrangement les 3 amis. Il est convenu qu'à Barnsedale, Will sera présenté comme un ami de Will, ou comme un étranger. Robin arrive dans la famille de Sir Guy. Il présente Will comme une personne ayant été en contact avec Will. Barbara reconnaît son frère. Les membres de la famille le serrent dans leurs bras. Robin va voir Maud pour la préparer à la venue de Will. Auparavant, il informe Marianne de la nouvelle et ils se remémorent leur première rencontre dans les bois. Maud est triste, car on ne lui apporte jamais de bonnes nouvelles. Robin l'informe que Will va bientôt revenir. Will apparaît peu après dans la chambre de Maud. Les retrouvailles sont heureuses. Ils souhaitent se marier l'un à l'autre. Ils fixent leurs noces au lendemain, qui est aussi le jour d'anniversaire de Sir Guy de Gamwell. Le jour du mariage, Will est introuvable. Le baron est revenu à Nottingham avec sa fille. Tristram et le baron discutent de la dot de Christabel. De fil en aiguille, le baron parvient à vendre sa fille pour 1 million de pièces d'or. Un messager du roi annonce au baron que le roi lui ordonne de capturer le soldat qui a tué son capitaine et de le pendre. Quelques jours plus tard, Will est capturé et enfermé à Nottingham. Robin cherche son ami. Il rencontre Muche qui connaît le sort de Will. Ensemble, ils retrouvent Petit Jean, qui devra préparer une armée. Muche et Robin se rendent à Nottingham. Robin dit à Muche d'entrer dans Nottingham, de chercher Hal et de le lui amener. Robin rencontre un jeune cavalier. Il s'agit d'Alan. Ce dernier a travaillé au service du roi de France. Il a reçu d'Henri II la restitution de ses biens et de sa trésorerie. Il espère avoir la main de Christabel grâce à sa richesse restituée, et car les 7 années se seront écoulées le lendemain. Si le baron ne lui donne pas la main de Christabel, Alan utilisera la force. Muche revient avec elle qui annonce que Will sera bientôt exécuté, et que Christabel va se marier à la fin de la semaine. Le confesseur de Will sort du château. Robin l'interroge. Il apprend que Will sera exécuté au lever du soleil à la potence située sur une place de la ville. Robin donne rendez-vous au moine, le lendemain avant l'exécution. Alan se rend seul au château, et rend visite au baron. Il dit avoir rempli tous les points du contrat, et avoir 100 000 pièces d'or. Il est au courant d'un secret concernant le baron, et qui consisterait à offrir l'Angleterre à des étrangers. Une fois Alan parti, le baron fait venir à lui Pierre le Noir. Il lui demande de faire suivre Alan, et de le faire disparaître. Pierre et ses 2 hommes parviennent à rattraper Alan. Pierre assomme Alan, puis demande à ses 2 coéquipiers de partir. Un moine assomme Pierre. Les 2 hommes se battent. Le moine frappe à mort Pierre, après que celui-ci lui ait coupé 3 doigts. Le religieux remarque qu'Alan est encore en vie. Tuck l'emporte avec lui. À l'aube, des soldats sortent Will de son cachot, et l'emmènent en ville. Le confesseur s'approche et parle à Will.
Il s'agit de Robin, qui a endossé les vêtements du confesseur. Robin délie les liens de Will, et lui passe une épée. Avec son corps, Robin appelle ses hommes. Le baron s'enfuit, et ses soldats le suivent. Robin est admiré des habitants. Lui et ses hommes regagnent la forêt. Le baron a honte de sa fuite et porte la faute sur ses soldats. Il pense qu'Alan est décédé, ce qui facilite le mariage entre sa fille et Tristram. Ce dernier veut se marier à l'abbaye de Linton. Le baron le met en garde, car Robin et sa bande risquent de mettre fin au mariage. Tristram campe sur sa position. Il est convenu que le baron recevra 1 million de pièces d'or, la veille du mariage. Robin, Alan et Will rejoignent Barnsdale. Alan accorde la main de sa sœur à Robin. Will veut se marier en même temps que Robin et aujourd'hui même. Alan veut d'abord retrouver Christabel, afin de faire un mariage en même temps que ses deux amis. Christabel doit se marier avec Tristram. Elle est désespérée, et pense qu'Alan l'a oubliée. Tristram vient la voir. Elle tente de lui faire comprendre qu'elle ne peut pas se marier avec lui, mais Tristram semble ou fait exprès de ne pas comprendre. À l'abbaye, un harpiste se présente à l'évêque. Il demande le droit de jouer de son instrument lors du mariage. L'évêque d'Hereford l'autorise à jouer de la harpe. Les futurs mariés arrivent. Le harpiste est en réalité Robin Hood. Ses hommes et Alan sont avec lui dans l'abbaye. Ils parviennent à empêcher le mariage de Tristram avec Christabel. L'évêque refuse de marier Alan et Christabel. Robin a amené avec lui le confesseur de Will, qui marie Alan avec Christabel, Robin avec Marianne et Will avec Maud. Le baron et Tristram reviennent au château. Le baron refuse de rendre le 1 million de pièces d'or à Tristram. Un repas de noces a lieu au milieu de la forêt. Tuck est triste, car il a autrefois aimé Maud. Il dit que sa consolation est une femme qui lui rend ses baisers. L'inconnu ferait de même, avec d'autres hommes et même avec Will. Il s'agit en réalité d'une bouteille d'alcool. Marianne demande à vivre avec Robin dans la forêt, et non plus à Barnsdale. Tandis qu'Alan et Christabel s'établissent à la vallée de Mansfell, Marianne et Maud s'installent dans les bois avec leurs maris respectifs. Robin continue ses vols auprès des riches normands et des gens d'église. Alors que Robin, Will et Petit Jean se situent à l'arbre du rendez-vous, un cavalier vient à eux. C'est un homme à l'aspect pauvre et triste. L'inconnu est invité à partager un repas. Robin pense un temps que son invité n'est pas réellement pauvre et est un dissimulateur. L'homme possède en tout 10 pistoles. Le cavalier se nomme Richard, et il est saxon. Sa famille se compose de sa femme, de son fils Herbert, et d'une fille adoptive appelée Lila. Les parents ont consenti au mariage entre Herbert et Lila. Un Normand a enlevé Lila suite au refus de la jeune femme de se marier avec lui. Herbert a pu rattraper le ravisseur, mais en se battant contre lui, il l'a tué. Richard a acheté la grâce de son fils. N'ayant pas assez d'argent à disposition, il a contracté un crédit auprès d'un abbé. Si Richard ne parvenait pas à payer 400 écus à cet abbé, 1 an plus tard, alors tous ses biens reviendraient au créditeur. Nous sommes maintenant 1 an plus tard et Richard ne possède que 10 pistoles. Robin accepte de lui prêter 400 écus, que Richard lui rendra dans 1 année. Robin et ses amis font preuve de largesse envers Richard. Après leur accouchement, Marianne et Maud habitent de nouveau le château de Barnsdale. Robin et une partie de sa bande logent dans une grotte qui se situe non loin du château. Il devient fréquent que Petit Jean s'éclipse pour se promener avec Winifred et Muche avec Barbara. Robin, Marianne, Will, Maud, Petit Jean, Winifred, Muche et Barbara font une promenade ensemble. Barbara indique à Robin une vallée des environs qu'elle juge magnifique. Winifred ne connaît pas cet endroit. Robin a compris que les deux couples se séparent volontairement, que Muche a fait une déclaration d'amour à Barbara, et que Petit Jean a de l'amour pour Winifred. Will autorise le mariage entre Muche et Barbara. Sir Guy donne son accord pour le mariage de ses 2 filles. Le lendemain, l'évêque d'Hereford et ses serviteurs traversent la forêt de Barnsdale. Robin poste ses hommes à plusieurs endroits stratégiques. Robin et ses hommes se déguisent en bergers. Sur le chemin que va emprunter l'ecclésiastique, il cuit de la viande. L'évêque leur reproche d'avoir tué le gibier du roi. Il veut faire pendre Robin et ses compagnons. L'homme d'église ne souhaite pas partager le repas de Robin. Il lance ses hommes contre Robin et sa bande. Les hommes de Robin s'en sortent vainqueurs. L'évêque est condamné à mort. Il est emmené à l'arbre du rendez-vous. Robin n'exécute pas la sentence, mais prie l'évêque à dîner avec lui. À la fin du repas, l'évêque doit payer la note. Le montant est de 300 pièces d'or. L'évêque et ses hommes sont ensuite conduits à l'abbaye. L'ecclésiastique veut se venger, et amène avec lui des hommes armés à la recherche de Robin. Alors que Robin est sur le chemin pour rencontrer Richard, il est encerclé. Robin trouve refuge dans la maison d'une vieille dame, qu'il avait précédemment aidée. Ils échangent leurs vêtements. L'évêque fait capturer le faux Robin, et veut le pendre à l'arbre du rendez-vous.
Robin retrouve Petit Jean, Will et Muche. Ses trois amis le prennent dans un premier temps pour une sorcière. Robin envoie Muche chercher des vêtements et ses deux autres compagnons à l'arbre du rendez-vous. L'évêque et les soldats arrivent. Ils sont battus par Robin et ses hommes. L'évêque remarque que le faux Robin n'est pas Robin. La vieille femme est libérée et reconduite chez elle. L'évêque demande à Robin qu'on le laisse partir contre la promesse de ne plus l'attaquer. Robin accepte le marché, mais l'abbé devra payer une note de 500 pièces d'or, car il est passé par la forêt de Barnesdale. L'évêque doit également donner la messe. Il est emmené dans une chapelle dans la forêt. Après un repas, l'évêque retourne à l'abbaye de Sainte-Marie. Will, Petit Jean et Muche se rendent à Barnesdale. Will raconte une histoire. Robin s'était déguisé en pèlerin et attendait deux moines sur la route. Une fois qu'ils étaient à son niveau, Robin leur a demandé des provisions ou une pièce, mais les moines ont dit n'avoir pas cela. Robin a forcé les deux moines à prier avec lui pour que Dieu leur envoie de l'argent. En fouillant les poches des moines, Robin y a trouvé 500 écus d'or. Il n'a laissé que 100 écus aux deux moines. Petit Jean raconte à son tour une histoire. Lors d'une pénurie de viande, les bouchers fixaient des prix élevés, ce qui empêchait les plus pauvres de pouvoir en acheter. Robin a acheté des animaux à un marchand de bestiaux, dans le but de pouvoir vendre de la viande à bas prix. Il s'est rendu chez le shérif, afin d'échanger un bœuf contre sa protection. Robin a vendu sa viande aux pauvres. Intrigués, les autres bouchers l'ont invité à dîner à l'auberge du shérif. Dans cet endroit, le shérif a proposé à Robin de lui acheter son troupeau 300 écus. Le shérif a voulu aller voir les bêtes avant de dépenser son argent. Le shérif est allé chercher son argent chez lui avant de suivre Robin dans la forêt. Robin a dit que la forêt était ses terres, et que ses bêtes étaient les animaux de la forêt. Il a utilisé son corps, ce qui a fait venir ses hommes. Le shérif a été invité à souper. Robin a révélé son nom. Le coût du souper a été estimé à 300 écus, soit le montant que possédait le shérif, afin de payer le bétail de Robin. Petit Jean raconte encore une autre histoire. Il s'était déguisé en pèlerin, et a rejoint un convoi de pauvres, qui se rendait au château d'un riche Normand décédé, afin de bénéficier de largesse. Alors que Petit Jean ne voulait que les suivre, une bagarre a éclaté entre eux. Petit Jean a dévalisé les pauvres qui n'étaient en réalité que des voleurs. Petit Jean est revenu vers Robin, avec un butin de 600 écus d'or. Will, Petit Jean et Muche rejoignent Barnesdale. William, Muche, Petit Jean et Robin sont au château de Barnesdale. Barbara et Winifred vont se marier dans 3 jours. Will veut convaincre ses 6 frères de se marier le même jour. Il met au courant de son projet ses frères qui finissent par consentir. Will part avec ses frères pour les aider à trouver des amoureuses et à les conquérir. Herbert se mariera avec Anna, Harold avec une inconnue, Egbert avec Miss Lucy, Stephen avec Minnie, Rupert et Grégoire avec Mabel et Editha. Will revient au château, puis vient le tour des 6 frères, qui ont tous obtenu le consentement pour leur mariage, qui aura lieu dans 3 jours. Les 8 mariages sont célébrés le même jour. Des Normands se plaignent de se faire voler dans la forêt. Les habitants de Nottingham ne font rien contre, car beaucoup sont apparentés aux individus vivant dans la forêt. Néanmoins, la récompense pour l'enlèvement de Robin est doublée. Will et Robin rencontrent Muche. Ce dernier vient de se battre au bâton contre Arthur le Pacifique. Petit Jean est maintenant en train de se battre contre cet homme. Robin avoue lui-même avoir été battu par Arthur lors de leur première rencontre. Arthur voulait alors vivre dans la forêt et Robin l'a enrôlé dans sa bande. Robin s'est également fait battre par Gaspard l'Étamar. Ce dernier voulait capturer Robin pour toucher la récompense de 100 écus d'or. Gaspard n'avait jamais vu Robin et Robin n'avait pas indiqué son vrai nom. Robin a dit à Gaspard que Robin devait descendre en ville le jour même. Tous deux se sont rendus à Nottingham et sont allés dans une auberge. Robin a enivré Gaspard jusqu'à ce qu'il s'endorme. Il lui a ensuite volé son mandat d'arrêt contre Robin. Une fois réveillé, l'aubergiste a indiqué à Gaspard que son compagnon était Robin, et il lui a indiqué où le trouver. Le lendemain, Gaspard a retrouvé Robin. Ils se sont battus au bâton. Robin a été battu, et a offert à Gaspard d'entrer dans sa bande. Sur la route, Robin, Will et Muche rencontrent une jeune fille. Elle dit que 3 de ses frères ont été faits prisonniers par le shérif. Ils vont être pendus. Robin va gagner la ville, tandis que Will va préparer une armée. Robin rencontre un vieillard. Ils échangent leurs vêtements. À Nottingham, le bourreau est malade. On cherche un remplaçant. Robin se propose de prendre la place vacante, et le baron accepte. Afin de laisser le temps à ses hommes d'arriver, Robin parle avec le shérif. Robin sonne son corps. Les 3 prisonniers sont libérés. Les habitants de Nottingham sont admiratifs de Robin et l'apprécient.
Robin se trouve dans la forêt de Barnsdale, avec Will et Petit Jean. Il attend Richard qui doit lui redonner son argent un an après. Robin envoie Will, Petit Jean et Muche aller au-devant de Richard, ou bien lui ramener un Normand. Ils aperçoivent deux frères dominicains accompagnés d'hommes. Ils sont tous invités à partager un repas avec Robin. Une partie de la troupe parvient à s'enfuir. Les deux moines et les deux pages sont menés vers Robin. Peu de temps après, un chevalier et une armée se dirigent contre Robin. Il s'agit en réalité de Richard qui s'est enrichi et vient rendre l'argent à Robin. Ils font un repas ensemble. Richard raconte comment il s'est enrichi. Il s'est rendu à l'abbaye peu de temps, avant que l'abbé s'approprie ses terres. Il s'est fait passer pour plus pauvre qu'il était et a dit n'avoir pas l'argent nécessaire au remboursement. L'abbé lui a refusé tout délai supplémentaire. Richard lui a alors donné l'argent prêté par Robin, et est revenu richement habillé. Le juge a réattribué les terres et le château à Richard. Ce dernier a pu s'enrichir grâce à ces terres, et il donne à Robin 500 pièces d'or, des arcs et ses hommes. Robin refuse ce présent. Richard dit être en retard, car il a assisté à un combat de lutte de yeoman. Le gagnant était Gaspard. Car il est de la bande à Robin, il n'a pas eu le droit au prix qui devait lui revenir. Richard a défendu cet homme, sinon il serait peut-être mort. Robin, Will, Petit Jean et Richard se rendent au château de Barnsdale. À la tombée de la nuit, Richard rentre au château de la Plaine. Le baron lance une armée contre la bande à Robin, profitant du fait que Robin se trouve dans le Yorkshire. Les joyeux hommes sont au courant, et préparent l'offensive. Ils battent les soldats du baron. Le lendemain, le baron reçoit la visite du chevalier Sir Guy de Gisborne, qui souhaite attraper Robin dans la forêt de Barnsdale. Le baron devra diriger son armée dans la forêt, tandis que Sir Guy de Gisborne habillé en yeoman se battra avec Robin. Il est convenu que lorsque Robin sera tué, le chevalier devra faire sonner son corps, et apporter la tête de Robin. Petit Jean et Robin se trouvent à l'arbre du rendez-vous. Ils sont prévenus d'un événement par le cri d'une grive. Robin appelle ses hommes, puis les envoie sur le chemin de York. Robin rencontre Guy de Gisborne. Petit Jean rejoint Will accompagné de deux hommes, qui sont en train de se battre contre des soldats. Le baron et d'autres soldats les rejoignent. Will est envoyé chercher du renfort. Jean est capturé. Le baron attend que le bruit du corps de Sir Guy de Gisborne. Même si Sir Guy de Gisborne est plus fort que Robin, le forestier parvient à le tuer. Robin prend les vêtements de Guy de Gisborne, et lui coupe la tête. Il sonne le corps. Robin s'approche du baron. Petit Jean le prend d'abord pour le chevalier, et pense que son ami est mort. Le baron accorde un vœu à celui qu'il prend pour Guy de Gisborne. Robin demande à se battre seul contre Petit Jean. Robin lance la tête de Sir Guy qui est reconnu. Il délivre Petit Jean, et sonne le corps. Le baron et ses hommes se sauvent. Petit Jean tire une flèche dans le derrière du baron. Le baron en veut encore à Robin. Il envoie un marchand demander à des hommes de venir avec lui chez le shérif, afin d'organiser un concours de tir entre les habitants de Nottingham et les habitants du Yorkshire. La nouvelle vient aux oreilles de Robin, qui sait que c'est un piège. Il prépare un plan avec ses hommes. Ensemble, ils se rendent au lieu du concours. Robin et les joyeux hommes jouent pour Nottingham. Robin gagne. Le baron lui remet le prix. Après avoir appris qu'il s'agissait vraiment de Robin, le baron lance ses soldats contre lui. Les joueurs du Yorkshire se joignent aux soldats du baron. Les habitants de Nottingham se joignent aux hommes de Robin. Les soldats poursuivent la bande à Robin. Petit Jean est blessé et demande à être achevé par Robin. Cependant, personne ne veut l'abandonner, et encore moins mettre fin à sa vie. Muche le porte sur ses épaules. Les forestiers arrivent au château de Sir Richard de la Plaine. Seul Robin et ses hommes peuvent entrer. Le baron et ses soldats ne sont pas autorisés à pénétrer dans le château. Robin rencontre pour la première fois Lila. Il veut faire partir ses hommes le lendemain dans la forêt, et faire venir Marianne, Maud et Winifred. Le baron se plaint au roi. Quand le baron se rend au château de Richard avec ses hommes, Robin n'y est déjà plus. Sir Richard, son fils et quelques-uns sont capturés, et menés à Nottingham. La femme de Richard va trouver Robin, et lui demande de l'aide. Robin envoie une première troupe contre le baron, puis va en chercher une seconde. Les deux troupes tiennent le baron et ses soldats en tenaille. Le baron est tué. Les soldats rendent les armes. Robin conseille à Richard de quitter son château et de venir, lui et sa famille, vivre dans la forêt avec sa bande, car le roi va chercher à se venger. Le roi destitue Richard de ses biens, le condamne à mort avec son fils, et met une prime sur la capture Robin. La famille de Richard part vivre dans les bois. Un nouveau propriétaire s'installe au château de Richard. Henri II décède, son fils Richard part aux croisades et le prince Jean monte sur le trône. Le pays s'appauvrit encore plus. Le comté de Nottingham revient au prince Jean, alors qu'il aurait dû revenir à Alan.
L'évêque d'Ely envoie, le prince Jean et 500 soldats, dans la forêt pour exterminer Robin. Ce dernier envoie de faux guides au château de Nottingham afin de faire perdre les soldats dans la forêt. Richard revient et prend le trône. Le prince Jean se cache dans le château de Nottingham. Richard prend de force le château. Il a été aidé par des hommes de la bande à Robin. Richard désire voir Robin, mais il ne le trouve pas. Un forestier lui indique qu'il faut s'habiller en ecclésiastique. Richard part déguisé en abbé, et ses chevaliers en moines. Il rencontre Robin, Will, et Petit Jean. Les invités ont le droit à un repas. Richard en apprend plus sur le mode de vie des joyeux hommes. Il demande à voir les femmes. Will amène Marianne et Maud, et d'autres femmes. Des jeux tiennent lieu de divertissement. Le chevalier Richard met Robin au courant de la qualité de son invité. Il s'agit du roi Richard Cœur de Lion. Robin demande une grâce pour lui-même, et pour sa bande. Richard la lui accorde. Le roi part le lendemain. Il demande à Robin des vêtements de ses hommes pour lui et les chevaliers. Richard revient à Nottingham avec Robin, Jean, Will, Muche et les archers. Les habitants de Nottingham pensent que les Outlaws ont tué Richard Cœur de Lion, et qu'ils cherchent à faire la guerre à la ville. Ce n'est qu'au bruit du corps que les habitants reconnaissent Richard Cœur de Lion. Robin parle au roi du cas de chevalier Richard. Le roi restitue à Richard de la Plaine ses biens et ôte son bannissement. Le roi signe un acte pour annuler la proscription de Robin, et il lui restitue ses droits et titres. Robin dit à ses hommes de ne plus prélever les richesses des Normands et des ecclésiastiques. Il leur demande de ne pas révéler l'emplacement de la grotte. Richard Cœur de Lion dit qu'il s'occupera de rendre le comté de Huntingdon à Robin, et de prendre les propriétés de l'abbé Ramsay pour les donner à Robin. Le roi est trop occupé pour se consacrer personnellement de la restitution du titre et des biens de Robin. Il délègue cette affaire, mais elle n'est jamais résolue. 4 ans plus tard, le roi décède, et le prince Jean prend sa place. Un jour que l'abbé de Ramsay passe par la forêt, il se fait arrêter par Robin et ses hommes. Il aura la liberté contre une rançon. L'abbé se plaint au roi Jean, qui envoie une armée et le chevalier de Grey à Sherwood. Robin prépare son armée, et il envoie un de ses hommes guider le chevalier et ses soldats, afin de les faire venir à un endroit où ils seront vulnérables. L'armée du chevalier est en train de perdre le combat, car les soldats portent des cottes de mailles trop lourdes. Le chevalier revient au château de Nottingham, et prépare mieux ses hommes. Le lendemain, les soldats ne retournent pas là, où s'est déroulé le combat, mais à l'arbre du rendez-vous où sont les femmes. Robin et sa bande ne rejoignent pas assez vite les soldats. Le chevalier tire une flèche sur Marianne. Il est tué peu après par une flèche de Robin. Les Saxons ont le dessus sur les Normands. Le lendemain, Robin assiste à la mort de Marianne. Avant de décéder, Marianne lui fait part d'un de ses rêves dans lequel la mort l'emportait loin de son mari, mais dans lequel Robin finissait par la rejoindre. Marianne décède. Marianne est enterrée à l'arbre du rendez-vous. La mélancolie de Robin s'étend à tous ses hommes. Petit Jean pousse son ami à voyager. À Scarborough, Robin rencontre une paysanne qui a besoin d'un homme supplémentaire pour son bateau. Il lui dit qu'il s'appelle Simon de Lee. Robin est incompétent dans son métier de pêcheur, mais il parvient à repousser des ennemis pirates grâce à son arc. Il finit par rejoindre les bois de Barnsdale. Au carrefour, il utilise son corps, ce qui fait venir ses hommes. Robin reprend sa place auprès des Outlaws. Les années passent, et la bande à Robin se délite. Petit Jean reste auprès de Robin. Le roi Jean et ses hommes marchent sur Nottingham à la poursuite du roi d'Écosse. Robin prépare ses hommes au combat. Les Outlaws gagnent le combat. Des Saxons victimes du roi Jean se joignent à Robin. Robin et ses hommes gagnent une seconde bataille. Lorsque le roi Jean décède, son fils prend le trône. Ce changement apporte la paix dans le royaume. Robin a maintenant 55 ans. Il est toujours triste de la mort de Marianne. Robin se rend auprès d'une abbesse pour qu'elle lui fasse une saignée. Une abbesse parente de Sir Guy de Gisborne lui fait ce qu'il a demandé, mais elle provoque une hémorragie de façon volontaire. Ce n'est que le lendemain matin que Robin s'en rend compte. Il sonne son corps. Petit Jean vient à lui. Robin refuse de lui dire le nom de celle qui a tenté à sa vie. Petit Jean emmène Robin à l'endroit où la dernière flèche de Robin a atterri. Robin décède après avoir fait ses adieux à ses amis. Il est enterré aux côtés de Marianne. Petit Jean se rend chez Will pour vivre avec lui. Will le retrouve un jour mort dans son jardin. Ce roman a été attribué faussement à Alexandre Dumas. Il s'agit en réalité d'une traduction du roman Robin Hood and Little John, or The Merry Men of Sherwood Forest, publié en 1838 et traduit par Marie de Fernand. Le personnage principal s'appelle Robin Hood, et non Robin Wood. ce qui peut expliquer pourquoi nous le connaissons en français sous le nom de Robin des Bois. Le roman nous raconte la vie de Robin Hood quasiment, depuis le début de sa vie, en réalité depuis ses 15 mois, jusqu'à sa mort à 55 ans.
Le récit se clôt avec la mort de Petit Jean, qui se situe peu après celle de Robin. Nous avions rencontré ce personnage dans le tome 1 chapitre 7, lorsqu'il rencontre Marianne poursuivie par un outelot. Robin est défini comme un outelot. Nous croisons d'autres outelots dans le premier tome, et ceux-ci ne ressemblent pas à Robin. Nous avons d'abord l'outelot qui a tiré des flèches sur Marianne et Alan dans le chapitre 2. Le but était de tuer Marianne et Alan, qui sont des innocents. Ceci était l'exécution d'un ordre du baron, qui ne voulait pas d'un mariage entre sa fille et Alan. Nous rencontrons ensuite le groupe d'outelots, qui parvient à la maison de Gilbert. Leur but est le même que le premier outelot, c'est-à-dire de mettre fin au jour d'Alan et Marianne. Ceux-ci font preuve de violence contre Gilbert, sa famille et ses invités. Ils s'en prennent à des innocents qui tentent de protéger des innocents. L'outelot qui rencontre Marianne dans la forêt veut l'enlever, afin de la forcer à vivre avec lui. Ces outelots sont loin de l'outelot représenté par Robin. Ce dernier ne s'en prend jamais aux innocents, et ne désire que des mariages, où il y a de l'amour des deux côtés. Si un obstacle se dresse entre deux amoureux, il fera tout pour l'enlever. C'est ce qu'il fait pour les couples Christabel Alan et Wilmode. Ce roman est contre les mariages ou relations forcées et parvient à y mettre fin, avant qu'ils ne commencent. C'est le cas, avec l'enlèvement de Lila par un Normand, le projet de mariage entre Christabel et Tristram, la tentative du chevalier de Boissier avec Marianne, et l'abus de Gaspard envers Maud. Il existe des coups de foudre qui sont immédiats. C'est le cas entre Marianne et Robin, qui n'a pas toujours des idées sages, avec Maud et Grace-May. C'est également le cas de Maud, qui tombera rapidement amoureuse de Robin. Quant à Will, il tombe immédiatement amoureux de Maud après l'avoir vue. Les amours ne sont pas toujours facilement satisfaits. Certains doivent attendre avant de pouvoir épouser leur moitié, comme Alan et Christabel, Robin, et Marianne et Will et Maud. Les amoureux peuvent ne pas être heureux longtemps. Ainsi, le même jour durant lequel Alan retrouve Christabel, les soldats du baron la lui reprennent. Alors que Will a retrouvé Maud, il se fait enlever. Certains amours ne sont pas exaucés. Maud a un chagrin d'amour à cause de Robin qui lui préférera Marianne. Tuck a un chagrin d'amour à cause de Maud, qui lui préférera Robin puis Will. La vision de la vie que mène Robin, et les joyeux hommes dans la forêt ressemble à un paradis terrestre. Les individus ne manquent de rien. La nourriture est présente grâce au gibier situé dans la forêt. L'argent provient des passages des voyageurs. Les maisons sont remplacées par des grottes. Les mariages sont nombreux et heureux. Les naissances sont multiples. Aucune dispute n'est rapportée. Lorsqu'Oué fait venir les femmes auprès de Richard Cœur de Lion, nous avons l'impression d'une apparition paradisiaque. Au chapitre 2 du tome 1, Alan dit préférer vivre avec Christabel dans la forêt, plutôt que d'accéder au trône. Ce désir sera plus tard le mode de vie de Robin et des joyeux hommes. La forêt est protectrice envers Robin et ses hommes. Tout d'abord, elle les rend invisibles aux yeux des gens de la ville. De plus, les joyeux hommes la connaissant comme leur poche, ont un avantage sur les ennemis qui se perdent facilement, et ne connaissent pas les endroits stratégiques. Robin sait tirer à l'arc, se battre au bâton, se déguiser avec art, mais il a aussi une autre qualité importante, qui est celle de savoir gouverner des hommes, et de se faire aimer d'eux. Robin est le leader des outelots, et cependant l'idée de hiérarchie existe peu. Par exemple, lors de la visite de Richard Cœur de Lion dans la forêt, Robin fait exprès de mal tirer sa flèche et demande à recevoir comme les joyeux hommes une gifle. Dans la forêt, les lois paraissent inexistantes. La vie entre les joyeux hommes se fait selon un code d'honneur, et le fait de s'entraider. Lorsque Robin assiste aux divers affrontements, il ne reste pas en arrière, mais il se bat avec ses hommes. Robin est capable de beaucoup de choses pour ses hommes. Par exemple, il empêche Will de se faire pendre, va chercher Will quand il est emprisonné à Nottingham, et il n'abandonne pas Petit Jean, lorsqu'il est blessé. Robin est capable de faire n'importe quoi pour ses hommes et ses hommes sont capables de faire n'importe quoi pour leur chef. Robin a testé la force de plusieurs hommes avant de les admettre dans sa bande comme Muche, et ses deux compagnons, Arthur le Pacifique et Gaspard l'Étamar. Même s'il est battu, Robin n'en tient pas rigueur, et accepte le fait d'être battu par un autre. Il lui propose même d'entrer dans le groupe. Cette démarche est totalement différente de celle de Geoffroy, qui a gardé rancune contre Petit Jean, et qui a été tué par lui lors d'un combat plus tard. Si Robin propose aux bons éléments et aux éléments meilleurs, que lui d'entrer dans sa bande, c'est pour satisfaire l'intérêt commun. Robin passe au-dessus de sa vanité. Il vaut mieux garder un bon élément dans notre groupe, plutôt que d'avoir à l'affronter plus tard. Robin et ses hommes sont unifiés. Ainsi ils partent tous le même type de vêtements, c'est-à-dire des vêtements verts à capuche. Ils ont un cri de ralliement qui est oude. Dès que Robin souffle dans son corps, les joyeux hommes arrivent. Si Robin n'avait pas ses amis, il serait mort depuis longtemps. Le roman met en avant l'importance de l'amitié. Ainsi Petit Jean délivrera Robin du couvent, car il était resté près du bâtiment, pour surveiller son ami. Au final, l'amitié supplante l'amour. En effet, Robin est chagriné par le fait de perdre Marianne, mais il reste en vie. Petit Jean ne supportera pas la perte de son ami. L'amitié permet d'être unis, et par là même de gagner des combats.
La bande à Robin est presque toujours gagnante lors des combats, alors qu'elle contient moins de membres, et qu'elle est moins bien armée. Si elle réussissait, car elle est bien dirigée, et que les hommes ont confiance en les ordres de Robin. Cependant, cette union présente des limites, lorsque les soldats sont beaucoup trop nombreux, par rapport aux joyeux hommes, comme c'est le cas lors de la seconde bataille à Gamwell. C'est également le cas, lorsque les joyeux hommes se battent contre les croisés qui sont beaucoup plus forts qu'eux. Robin fait également beaucoup pour les gens. Par exemple, il empêche une vieille femme de se faire pendre à sa place, il aide Richard à récupérer ses biens, il fait tout pour que Christabel et Alan se rejoignent, où ils vendent de la viande à bas prix. C'est un homme apprécié des villageois de Nottingham, qui le préfèrent au baron ou au prince Jean. La manière de diriger de Robin se trouve aux antipodes de celle du baron. Le baron est montré comme un homme colérique, qui applique une peine de mort sur ses soldats au moindre faux pas. Gouverner des hommes par la peur ne leur fait faire que des bêtises, et les pousse à ne pas dire ce qu'ils savent. Par exemple, Lambic ne dira pas la vérité sur la fuite de Robin, et un soldat ne dira que tardivement qu'il a vu la lueur d'une torche dans la chapelle. Le baron a la goutte, mais pourtant, il n'a aucun mal à se déplacer. Malgré son caractère irascible, c'est un homme qui a peur. Lorsque Robin et ses hommes délivrent Will de la pendaison, le baron court se cacher au château de Nottingham. Lorsque Petit Jean parvient à lui mettre la main dessus, le baron court dans son château. Lorsque le baron rencontre Robin, le proscrit sait qu'il a peur. Le baron est un homme qui a un amour excessif de l'argent. Lorsque Petit Jean le surprend, il est en train d'entasser son or. Il est prêt à forcer sa fille à se marier avec Tristram pour l'argent que cela pourrait lui procurer. Alors qu'il serait normal que le père verse une dot au futur mari de sa fille, c'est l'inverse qui se produit. Après qu'Alan se soit marié à Christabel, le baron refuse de redonner l'argent à Tristram. En plus d'être pingre, le baron est un homme injuste. C'est également un homme qui n'aime pas son pays, et est prêt à le vendre à des étrangers. Les Saxons se battent pour les Saxons, les Normands pour les Normands et le baron ne se bat même pas pour son pays. Le baron est très rancunier. Sa première rencontre avec Robin remonte au temps où Tuck était venu voir Maud à Nottingham. Le baron était habitué à ce que les personnes aient peur de lui et se soumettent à lui. Lorsqu'il rencontre Robin, il doit pour la première fois être en face d'une personne qui lui résiste. Robin ne veut pas répondre à ses questions. Au début de l'histoire, le baron n'en voulait qu'à Alan. Il n'en veut à Robin qu'après l'avoir rencontré. Se faire des amis conduit inévitablement à se faire aussi des ennemis. Robin parviendra toujours à s'enfuir. Il parviendra toujours à vaincre les plans du baron contre lui. D'échec en échec, le baron aura de plus en plus de rancune contre Robin. Il ira même se plaindre de lui auprès d'Henri II, ce qui conduira Robin à devenir un proscrit. Cette haine ne s'arrêtera qu'au moment de sa mort sur un champ de bataille opposant une fois de plus le baron et Robin. Cette mort sera différente de celle de son adversaire. En effet, Robin mourra entouré de ses hommes, et dans la nature. Il rejoindra la tombe de sa femme. Robin ne donne jamais la mort pour son bon plaisir. Il la donne lorsqu'il y a un combat. Il la donne lorsqu'un individu vient de commettre un méfait. Par exemple, il met fin au jour du chevalier de Boissy, qui a tenté d'abuser de Marianne, il met fin au jour de Lambic, qui venait de brûler la maison de Gilbert, et d'assassiner Marguerite, il met fin au jour du chevalier de Grey, qui venait de tirer une flèche sur Marianne. Robin peut tirer en faisant exprès de rater sa cible. C'est le cas, lorsqu'il tire sur le coureur, et sur le baron, parce qu'il fait ce que Christabel lui a demandé. Il y a des gens qui font tirer Robin sur des personnes. Par exemple, Petit Jean demande à Robin de tirer sur l'informateur du camp adverse, et sur un capitaine lors de la seconde bataille à Gamwell. Robin aurait eu plusieurs fois l'occasion de mettre fin à la vie du baron, mais il a toujours préféré le laisser libre. Il met en avant qu'il s'agit d'un vieil homme, ou qu'il est à moitié mort de peur. S'il avait tué à la première occasion, bien des soucis auraient pu être évités, mais un des fils de l'histoire n'aurait pas existé. À la fin du roman, Robin refusera de livrer le nom de l'abbesse qui a volontairement provoqué une hémorragie. Robin est capable de pardonner, ce qui n'est pas le cas du baron. Lorsque Gilbert souhaite de sa main tuer le baron après la mort de sa femme, Robin sait que cela n'est pas bon. Robin peut être vu comme un super-héros. Il possède un pouvoir, puisqu'il ne loupe jamais sa cible involontairement. Robin a conscience de cette supériorité très tôt, puisqu'il dit à 15 ans qu'il est le meilleur tireur du comté et de l'Angleterre. Robin gagne la plupart de ses combats. Même s'il les perd, il n'en meurt pas. Robin utilise son pouvoir non pas pour lui-même, mais pour œuvrer pour le bien. Cependant, Robin possède quelques points négatifs. Il lui arrive de rencontrer des hommes meilleurs que lui tels que Arthur le Pacifique, Gaspard l'Étameur ou encore Will. Dès qu'il est sorti de son environnement, il devient moins bon comme c'est le cas avec la pêche. Robin se met lui-même en danger par exemple, lorsqu'il prend la place de William, en tant que prisonnier, ou lorsqu'il entre dans Nottingham alors qu'il sait que ce lieu est dangereux pour lui. Il a ce besoin de montrer ses talents, sinon pourquoi serait-il allé au concours de tir à l'arc?
Il a une vision très manichéenne des choses, il sera toujours le gentil et le baron est forcément le méchant. Il ne respecte pas toujours les lois. Une loi stipule de ne pas braconner le gibier du roi, or Robin et sa bande le font. L'évêque d'Hereford, en voulant le pendre, ne fait qu'appliquer la loi, certes extrémiste. Pour avoir voulu faire respecter la loi, l'évêque aura des représailles, qui cependant ne seront pas mises à exécution. Robin s'accorde le droit de chasser les bêtes du roi, mais il le reproche à Will avant de le reconnaître au début du tome 2. Dans le même ordre d'idées, Will a tué un homme, et a déserté l'armée, mais il échappe à la pendaison. Plusieurs fois, Robin fait des choses, qui ne sont pas légales. Il enlève une jeune femme à son père, alors qu'à cette époque, une fille était considérée comme la propriété de son père. Il s'approprie des terres et les animaux du roi, ce qui lui causera des frictions avec Muche, une mésentente avec l'évêque et une vente fictive au shérif. Le vol des richesses des voyageurs peuvent être vus comme abusifs. Le problème est qu'il faut séparer le légal du juste. Ce qui est légal n'est pas forcément juste, et ce qui est juste n'est pas forcément légal. Si les ecclésiastiques et les nobles ont autant d'argent, nous nous trouvons dans une situation anormale, voire amorale. En prélevant une partie de la richesse, et en la donnant à ceux qui ne sont pas favorisés par le sort, Robin et les joyeux hommes rétablissent une égalité. Même si les rivalités entre le baron et Robin sont au premier plan, il existe d'autres rivalités sur d'autres plans. Il y a celle plus large des Saxons contre les Normands. Bien souvent des personnes se détestent à cause de l'appartenance à l'un ou à l'autre clan. Geoffroy déteste Petit-Jean, car il est saxon, le chevalier de Boissy déteste l'entourage de Marianne, car il est saxon, le chevalier de Grey combat Robin, car il déteste les Saxons. Les Normands sont montrés comme des gens, en qui on ne peut pas avoir confiance. D'abord sympathique, le chevalier de Boissy va tenter d'abuser de Marianne. Geoffroy, qui semblait être ami avec Petit-Jean, veut en réalité le faire tomber dans un piège. Le conflit existe aussi à l'international. On nous parle de guerre en France et de croisade. Sans que cela soit dit, à cette époque de nombreux événements ont lieu entre la France et l'Angleterre. La situation de Robin sera catastrophique sous les règnes d'Henri II et du prince puis roi Jean. Les choses se calmeront sous le règne de Richard Cœur de Lion et du fils de Jean nommé Henri III. La simple présence d'un roi au lieu d'un autre peut tout changer. Robin passe d'une personne proscrite à une personne graciée. Ceci montre bien l'instabilité du système juridique, qui ne repose pas tant sur des lois que sur la personnalité du dirigeant. Rien qu'au niveau de Robin, il y aura plusieurs combats. Bien sûr, il y a celui du baron contre Robin, mais aussi de Robin contre Henri II, et aussi contre le prince Jean. Ce conflit atteindra donc les plus hautes sphères du pays. Cette guerre perpétuelle fera tout perdre à Robin. La maison de Gilbert, Gamwell, son père et sa mère adoptive, Marianne et sa vie de citoyen lambda. Plusieurs histoires traversent le roman. Il y a celle qui concerne Robinet, qui est le vol de ses biens et de son titre. Robin est spolié de sa naissance, jusqu'à sa mort. À un moment, Richard Cœur de Lion devait donner à Robin sa véritable place, mais ça n'a jamais été fait. La spoliation remonte même à plusieurs générations avant la naissance de Robin. Bien que ce vol aurait dû être au centre de la quête de Robin, elle ne l'est pas. Le centre est sa rivalité, avec le baron et l'amour. À la fin du roman, Robin ne fera plus rien, pour récupérer ce à quoi il a le droit. Il y a bien sûr, comme dit plus haut, la rivalité entre les Saxons et les Normands. Et enfin la lutte des classes. Le pays semble être divisé en 3 castes, le clergé, les nobles et les pauvres. Robin et ses hommes dévalisent les nobles, mais aussi les ecclésiastiques. Ces 2 groupes ont énormément d'argent. S'ils en ont autant, on peut deviner que c'est parce qu'ils l'ont pris aux pauvres. On ne se rend compte de ce que possèdent ces personnes-là qu'à partir du moment où Petit-Jean regarde dans leurs affaires. Les sommes prises dépendent du niveau de richesse de l'individu, mais aussi de l'attitude des voyageurs envers Robin. S'ils se moquent de lui ou lui parlent durement, Robin leur prendra tout. Sinon, il les laissera partir avec un certain pourcentage. Si les nobles et le clergé sont choqués d'avoir perdu de l'argent, ce n'est pas parce que l'argent va leur manquer, mais car ils sont peints. Lorsque l'évêque d'Hereford se fait piller la première fois, il possède beaucoup d'argent. Lorsqu'il se fait de nouveau piller peu de temps après, il possède de nouveau une grande quantité d'argent. Le côté pingre est démontré lorsque le shérif propose un bas prix pour le bétail au faux boucher, qui est en réalité Robin. L'abbé auprès de qui Sir Richard a eu un prêt s'approprie les biens de Sir Richard avant le moment limite de remboursement. Les buts des nobles et du clergé sont différents de ceux de Robin. Ces 2 castes sont à la recherche de la richesse, ou cherchent à être encore plus riches, elles cherchent à acquérir un statut social, le pouvoir ou à satisfaire leur vanité et leur égoïsme. Robin a d'autres objectifs, qui sont plus simples et plus sains. Il souhaite être entouré de ses amis, avoir une femme, faire un bon repas, avoir des enfants, chasser les bêtes de la forêt avec ses flèches, vivre dans la nature. Des exceptions parmi les castes existent. Les ecclésiastiques sont montrés comme des personnes avares, quoiqu'ils possèdent beaucoup d'argent. Cependant, Tuck fait figure d'exception. Il aide plusieurs fois Robin et sa bande en donnant des coups de bâton.
Au lieu d'être rigide, il apprécie les plaisirs de la vie tels que la boisson ou la jolie mode. Il vivra dans la forêt non loin de la bande à Robin. Le confesseur est un ecclésiastique qui échappe aux caractéristiques de sa caste. Tout d'abord, il accepte de donner des informations sur William qui est en prison, il passera ses vêtements à Robin, puis il mariera 3 couples, alors que l'évêque avait refusé de le faire. L'exception parmi les nobles se trouve dans le personnage de Sir Richard. Lors de la première rencontre avec Robin, il s'agit d'un homme sans argent, ce que peine à croire dans un premier temps Robin et ses acolytes. Sa situation est pourtant réelle. Sir Richard aidera également Robin et sa bande en les abritant dans son château lorsqu'ils seront poursuivis par les soldats du baron. Il vivra lui aussi, avec Robin dans la forêt. C'est en rendant service aux autres que les autres peuvent nous rendre service. C'est le cas avec Sir Richard, mais aussi le cas de la vieille femme, qui se souvient de Robin comme de quelqu'un qui lui a rendu service jadis. Alan fait aussi figure d'exception, car il s'agit d'un noble, à qui on rendra ses biens et sa richesse par la suite, et qui aide Robin par exemple lors de l'attaque des Outlaws à la maison de Gilbert. Les exceptions se font aussi par le bas. Par exemple, Petit Jean parvient à voler une somme importante à des personnes qui paraissaient pauvres, mais qui ne l'étaient pas. Le vieillard fait des manières, pour échanger ses vêtements avec ceux de Robin, lorsque Robin lui donne 40 shillings, mais il accepte après que Robin lui ait donné une 20aine de pièces d'or. Les hommes de Robin commencèrent alors à tirer de l'arc, avec une sûreté de main et de coups d'œil si extraordinaire, que le roi les complimenta avec une expression de réelle surprise. L'exercice durait depuis une demi-heure environ, lorsqu'Will Écarlate parut, amenant avec lui Marianne et Maud, revêtus d'un costume d'Amazone vert de drap de Lincoln, et portant l'une et l'autre un arc et un carquois de flèches. Derrière ce trio marchaient Barbara, Winifred, la blanche Lila, et les jolies femmes des jeunes Gamwell. Le roi ouvrit de grands yeux étonnés, et contempla sans mot dire les charmants visages, qui rougissaient sous son regard.